Happy Godot, bienvenue. Il nous présentera la communication sous les titres Les pratiques identitaires post-esclavagistes sur les plateaux des Guyane. Je suis Rapi Goudou, effectivement. Je suis doctorant en culture et langue régionale sous la direction de professeur Monique Bléral et avec la co-direction de docteur Charles Ligan de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je suis béninois et donc j'ai fait l'université du Bénin. Je suis passé par l'université libre de Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis donc en Guyane pour essayer de m'interroger sur les survivances africaines dans le langage et les cultures des communautés post-esclavagistes. Alors, suite à un constat que j'ai fait, ma première fois arrivé en Guyane en 2022, effectivement, j'ai constaté beaucoup de similitudes dans le langage, dans la culture de façon générale, dans plusieurs domaines du patrimoine culturel immatériel. Parce qu'entre-temps, bon, ayant un regard un peu plus spécialisé sur les questions du patrimoine, ayant validé un master 2 en patrimoine, en gestion du patrimoine culturel, et je me suis dit qu'il faut emprunter donc cette voie pour pouvoir approfondir les recherches. Et coïncidence sur coïncidence, j'ai été affecté dans l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, en plein cœur donc de plusieurs communautés qui sont beaucoup plus proches donc de l'Afrique de façon générale. Alors, donc, je me suis permis les premiers moments passés sur le territoire, de passer par l'observation. Et donc, il y a dans cette étude empirique que j'aimerais bien explorer et partager une partie avec vous à travers cette communication qui s'intitule les pratiques identitaires post-esclavagistes sur le plateau des Guyanes. Alors, c'est juste une étude comparée à des pratiques sociales du Bénin, qui est le pays de mon père, d'où je viens. Et je ne vais pas élargir cela à d'autres peuples africains, notamment de l'Ouest, parlant de Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, d'où beaucoup d'Afro-descendants aussi sont originaires ou sont, disons, retrouvent leurs racines, je vais dire. Et donc, nous allons nous concentrer sur quelques observations faites ici et qui reflètent donc clairement une survivance du Bénin en matière de culture. Alors, j'aimerais donc partager ce plan après la partie introductive, donc essayer de définir des concepts parce que en langage technique du patrimoine culturel, il y a certains mots que nous employons que peut-être qui échappent ou qui sont pris dans leur sens amélioratif. Et donc, j'aimerais partager donc quelques concepts et de l'observation, je partirai sur donc quelques résultats. Il y en a plein, mais comme je suis limité par le temps, j'ai ciblé quelques résultats qui sont parlants. Et après, nous parlerons de perspective. Et dans la perspective, c'est notamment le problème de sauvegarde de tout ça qui se pose compte tenu des menaces que nous avons avec la modernité, avec la démission donc de la jeunesse qui peut-être n'est pas prête à se voir transmettre donc l'héritage.
Alors, donc, dans un premier temps, nous allons partir de ces pratiques identitaires pour dire que moi, mon thème de recherche porte sur la sauvegarde des survivances africaines dans le langage et attends, excusez-moi, sauvegarde des survivances africaines de langage et de culture dans le carnaval et autres pratiques identitaires sur le territoire de la Guyane. Alors, au début, c'était pour explorer ce thème, ce sujet sur le plateau des Guyanes qui regroupe le Guyana, la Guyane anglaise, le Suriname, qui était la Guyane hollandaise, et la Guyane française où nous sommes. Il se fait que la Guyane française étant donc un tel territoire, le seul européen coincé entre le Brésil, le Suriname et qui s'ouvre sur l'Amérique latine, est une curiosité de territoire pour ne pas répéter le professeur Serge Mamlan Fouque. Et sur ce territoire, il se trouve qu'il y a un grand échantillon de migration. C'est un carrefour de migration où nous avons presque toutes les cultures donc des Afro-descendants qui migrent vers cette porte ouverte vers l'Europe. Donc, ils migrent sur le territoire guyanais au point où nous avons beaucoup de communautés et qui sont justement qui constituent la cible de ma recherche. Et là, cela vient disons, je vais pas dire faciliter, mais vient favoriser un peu la recherche que nous menons sur place. Alors, des pratiques diverses sont remarquées et nous avons, par exemple, dans le domaine des savoir-faire, nous avons également dans la gastronomie, dans le langage, et nous avons dans le mode vestimentaire, et puis parlant d'événements, les événements communautaires, la manière de conduire ces événements, tout, nous remarquons que bien que la Guyane soit un pays européen, disons un département de la France, et en plein cœur, et il y a beaucoup plus de reflets africains qui se notent. Alors, pratique identitaire, nous définissons cela comme des pratiques dérivées de pratiques sociales. Et selon l'UNESCO, dans la Convention de 2003 qui régit la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il est clair que les pratiques sociales sont des rituels, des événements et puis disons, des activités coutumières, pardon, des activités coutumières qui structurent la vie des communautés, des activités coutumières qui structurent la vie des groupes et auxquels ces groupes-là sont attachés et ils les pratiquent. Ils les pratiquent dans le sens de les sauvegarder par la transmission à la jeunesse et effectivement pour que tout cela ne se perde et ces communautés se reconnaissent à travers ces pratiques et cela les définit, cela les identifie. Et nous allons donner des exemples plus tard. Et quand on parle d'éléments du patrimoine culturel immatériel, alors élément, c'est l'équivalent de ce que nous pouvons appeler bien, le bien culturel, matériel par exemple. Quand nous voulons parler de patrimoine mondial, c'est l'ensemble des biens qui sont reconnus mondialement par la référence UNESCO et qui sont sur la liste du patrimoine mondial. Et donc ça, c'est les biens matériels. Disons les paysages, les sites, les monuments, l'architecture, disons, reconnue matérielle. Et alors qu'au niveau du patrimoine immatériel, au lieu de parler de biens, on parle d'éléments.
Je prends un exemple simple, le carnaval en Guyane est un élément du patrimoine culturel français. Donc, en ce moment, j'ai plus besoin de dire patrimoine culturel immatériel. Donc, c'est un élément du patrimoine culturel français. Et donc, dans ce carnaval, nous avons beaucoup de similitudes, nous avons beaucoup de suivances africaines. Donc, on va revenir là-dessus. La sauvegarde est un processus, en fait, en un seul mot, qui a trois étapes fondamentales, à savoir l'identification de l'élément, donc du patrimoine immatériel, sa transmission et sa valorisation. Donc, au niveau identification, cela commence par l'observation. Il faut donc arriver à reconnaître la pratique régulière de cet élément-là par des communautés, puisque ici, en matière de patrimoine immatériel, c'est les communautés qui sont détentrices, qui la pratiquent et qui, justement, sont responsables de la transmission. Et donc, quand la transmission ne se fait pas, la transition a deux pôles, à savoir le pôle, disons, trésor humain vivant ou le pôle personne ressource qui transmet à la jeunesse. Donc, s'il n'y a pas personne ressource volontaire pour transmettre, il y a un problème. Et si effectivement il n'y a pas de jeunesse disponible pour recevoir, il y a également un problème au processus de sauvegarde. Nous allons nous intéresser maintenant à quelques résultats. Je le dis très bien que ce n'est qu'une partie de ces résultats que nous avons observés à partir donc de cette étude empirique. Nous avons remarqué donc beaucoup de similitudes et je vais m'intéresser à des domaines clés, des domaines du patrimoine matériel que j'ai essayé donc de viser. Et au niveau, par exemple, des rituels prénatal et postnatal, je constate à travers donc des expériences de collègues dames, par exemple, qui tombent enceintes et qui sont d'origine bushinengue, qui justement respectent ces rituels-là. Et au départ, j'ai demandé, j'ai posé la question, alors, mais comment vous faites par rapport aux soins avant l'accouchement, etc. Parce que en Afrique, notamment chez moi, il y a des plantes qu'on peut utiliser pour éviter, par exemple, la césarienne. Et il y a des plantes qu'on peut utiliser donc pour avoir un accouchement facile, un travail facile, comme on le dit. La femme connaît la plus dure disons, courte période de travail. Donc, c'est une période vraiment très difficile. Et donc, en Afrique, il y a des plantes. Et quand la femme enceinte l'utilise à partir de 3 mois jusqu'à l'accouchement, c'est bien facile. Ici, chez les Bushinengue, il y a ces plantes. Et ces plantes, c'est les mêmes plantes que nous avons en Afrique. Ils ont leur nom et j'ai pas le nom scientifique. Mais par exemple, en pays Saramaka, ces plantes désignent la même phonétique donc que l'appellation au Bénin, par exemple. Quand on dit akpaku, akpaku, par exemple, c'est la feuille d'une forme d'haricot qui met du temps à cuire, mais sa feuille participe donc de ce rituel-là. Et si nous allons parler donc des rituels au niveau postnatal, lorsque la femme accouche, elle fait des bains, elle fait des bains intimes, des bains chauds, et il faut par exemple des racines de plantes qu'on met, en fait, qu'on bouillit dans ces bains, et puis on ne laisse pas, disons, on ne laisse pas se refroidir avant donc de procéder à ce bain. Et c'est pratiquement le même rituel chez ces dames-là qui respectent. Et ce qui est curieux, c'est que bien qu'étant intellectuelles, jeunes, elles acceptent de le faire. Et il y a également à ce niveau-là des plantes
toujours par des bains chauds qu'on essaie de frotter après l'accouchement. On essaie donc, on boit et puis on frotte le ventre pour avoir encore la même forme de ventre après l'accouchement, parce que par rapport aux accouchements, en fait, je sais que vous n'êtes pas sans savoir que quand la femme commence par accoucher, il y a une petite déformation au niveau donc de son abdomen. Et donc, pour espérer revoir une forme, disons, initiale après l'accouchement, il y a donc ces plantes-là qui entrent en jeu et leur usage permet donc d'aplanir l'abdomen et puis avoir encore sa forme de jeune dame. Il y en a, quand on les voit, on ne peut jamais imaginer que elles ont déjà accouché. Elles ont déjà peut-être 5 enfants, 6 enfants. En Afrique, on a des exemples. Et ici aussi, je remarque que les femmes ne se négligent pas. Et ça, c'est toutes les communautés. Chez les créoles, c'est pareil. Et les créoles, justement, les jeunes dames créoles, qui acceptent d'aller donc à la recherche donc de ce patrimoine-là, puisque je sais que l'usage de la plante est également très accentué chez les créoles mais aussi chez les Bushinengue. Alors, après, il y a l'étape de socialisation du nouveau-né. L'étape de socialisation du nouveau-né, c'est tellement curieux que nous puissions avoir des patronymes ou des noms purement africains encore dans les communautés, notamment Bushinengue. Je sais par l'histoire que entre créole et bushinengue, pour dire que, en fait, je l'ai rappelé, mais mon étude a porté sur ces afro-descendants. Je sais qu'ici, nous avons des Amérindiens, mais les Amérindiens, de façon très pratique, n'ont pas fait objet donc du voyage transatlantique vers les Amériques. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse aux communautés noires afro-descendante donc de la Guyane et du plateau des Guyanes. Et je disais justement que dans la pratique de socialisation du nouveau-né, il faut donner un nom à l'enfant lorsque l'enfant naît. Et aujourd'hui, il se fait que les noms se donnent pratiquement comme en Afrique, et notamment au Bénin, surtout chez les communautés bushinengue. Et j'ai eu la chance donc d'accompagner un des amis, un des collègues sur le fleuve pour essayer de baptiser de façon traditionnelle son nouveau-né. Et le nom a été donné. On regarde le jour de naissance, la fonction donc du nom par rapport à la vie de l'enfant. Et puis, par exemple, l'enfant est né après des jumeaux. Et donc, chez nous au Bénin, quand un enfant naît après un jumeau, on l'appelle Dossou. Et ici, vous allez constater effectivement, et nous avons ça, j'ai fait cette observation à partir des noms de mes élèves. Dans tous les établissements que je suis passé, j'ai déjà fait 3 établissements, ou je vais dire 4, parce qu'une année, j'ai fait 2 lycées. Et je remarque des noms qui sont purement africains. Mais c'est des Guyanais, Bushinengue. Ils sont soit Taluku, ils sont soit Saramaka ou Djuka. Et par exemple, quand on dit Dossou, il y a des patronymes Dossou plein ici en Guyane. C'est l'enfant qui naît après des jumeaux. Et effectivement, ce collègue a surnommé son enfant Dossou. C'est son père qui a donné le prénom Dossou. Alors, seulement que à ce niveau, j'ai remarqué que même quand c'est les filles qui naissent après des jumeaux, on les appelle Dossou, alors que chez nous, le féminin de Dossou, c'est Dossi, par exemple. Donc, il y a quelques modifications ou, disons, insuffisances dans la transmission donc, de ces noms-là. Alors, le mariage Saramaka, le mariage traditionnel Saramaka, généralement, chez les Bushinengue, lorsqu'il y a mariage, avant, c'est un processus qui respecte pardon, des étapes à partir donc de la connaissance des parents
la connaissance des parents, après les fiançailles, il y a la dot, qui est justement le point fort du mariage traditionnel. Et c'est pratiquement le même processus, surtout chez les Saramaka, que ce qui se passe au Bénin. Ce processus part donc de la connaissance des parents, où ici, l'homme, en complicité avec un parent de la femme, offre le pangui à son ami, et les parents l'accompagnent pour aller connaître justement les géniteurs. Mais c'est les dames, donc c'est la famille maternelle. Comme je l'ai dit, les femmes ont le pouvoir. Les familles maternelles qui reçoivent et qui programment tout ce qui est cérémonie par étape dans ce processus de mariage traditionnel chez les Saramaka, chez les Djuka également. C'est le même processus. Alors, donc après, il y a la partie de fiançailles où on ajoute un peu, on ajoute des boissons, donc du rhum, et puis il y a une boisson spécifique euh, qui correspond également à la boisson spécifique qu'on appelle le dubonnet au Bénin, parce que il y a un chat qui est dessiné sur la bouteille, c'est un symbole. Et le symbole dit simplement que il y a un chat ici qui surveille les souris. Et donc, quand l'homme offre tout sauf ça, alors cet homme n'assure pas ses arrières et on voit que l'homme, disons, l'enfant ne sera pas en sécurité. C'est le symbole donc de cette boisson et exactement chez eux, ils n'utilisent pas spécifiquement cette boisson qu'on appelle acédécon. Acé, ça veut dire le chat surveille. Et ils n'utilisent pas ça forcément, mais ils ont aussi leur bouteille, leur boisson spécifique qui est très importante qu'il faut offrir, que disons, le fiancé doit offrir à la famille. Alors, nous avons donc chez les Saramaka, le jour du mariage traditionnel, c'est, c'est la grande famille du fiancé qui fait à manger qui, disons, prépare une valise de tenues, de boissons, de tout pour aller récompenser les membres importants de la famille, donc de la fiancée. Et les deux s'habillent notamment dans les mêmes couleurs de pangui ou bien dans les mêmes couleurs de tenue traditionnelle et dansent ensemble, subissent des rituels ensemble. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les communautés, notamment Fon et Yoruba du Bénin. Et la dot, c'est vraiment disons, le climax donc de tout ce qui est rite ou rituel de mariage traditionnel. Donc, j'ai parlé donc des relations communes avec les plantes. Ça, c'est au niveau de toutes les communautés que nous remarquons cela, notamment les communautés créoles haïtiennes. Donc, les Haïtiens aussi sont sur le territoire. Et en plus donc de ces plantes, eux, ils pratiquent le vaudou. Le vaudou qui a son siège au Bénin et qui, même si par ici semble être un peu diabolisé, par rapport à l'usage peut-être qui est fait donc de ce patrimoine important donc du Bénin. Je voudrais quand même dire que le vaudou en fait c'est de la pureté. Le vaudou c'est trois couleurs pures donc qui puisent dans la nature, dans les forces de la nature à travers l'eau, la terre, l'air et puis le feu. Et donc, vous allez comprendre que ces éléments de la nature précèdent donc l'humanité et tout y est dedans et se traduit par des divinités. Alors, nous sommes en train donc d'explorer ce terrain pour voir réellement si les différentes étapes sont respectées parce que par nos recherches historiques sur Haïti, on a constaté que euh, le vaudou a été employé par les ancêtres de la période de Toussaint Louverture, des Salines,
pour obtenir leur indépendance. Donc, du coup, c'est des partis un peu plus pour se protéger, pour se défendre contre le colon qui ont été exploités. Et donc, forcément, quelque part, ça fait effectivement du mal. Ça attire peut-être des sorts, des mauvais sorts. Et donc, on ne sait pas réellement si ce n'est que ça qui a été transmis aux générations. Et donc, ça, c'est un questionnement qui, moi, m'amène à aller donc explorer, à voir effectivement si tout ce que la cohabitation avec cette communauté en Guyane, ce constat que, bon, voilà, cette communauté est légèrement crainte et prise un peu à part. Et donc, parce que on estime elle pratique de vaudou et que le vaudou est forcément nuisible. Et non, moi, en tant que Béninois, je connais les bienfaits du vaudou. Je sais que le vaudou, c'est la pureté. Je sais que le vaudou, par exemple, quand on prend la couleur blanche, c'est une couleur qui est pure. C'est la couleur rouge, c'est une couleur qui est pure. La couleur noire, c'est une couleur qui est pure. Voilà les trois couleurs de la philosophie vaudou, qui sont des couleurs pures, sans mélange, et qui régissent justement tout ce qui est rituel en fonction des divinités, donc dans le vaudou. Alors, je reviens par exemple à une autre observation qui donne une similitude claire, le principe d'anonymat du masque Touloulou. Alors, le masque Touloulou du carnaval de Guyane, qui est un personnage emblématique, qui d'ailleurs fait objet d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, porté par l'Observatoire régional du carnaval guyanais que préside ma directrice de thèse, professeure Monique Bléral. Ce carnaval, compte tenu donc des valeurs qu'il présente à à ce principe d'anonymat donc du Touloulou, qui est exactement similaire au principe qui sous-tend tout ce qui est société de masques en Afrique. Quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas. Alors, quand je prends le Touloulou, par exemple, le Touloulou, c'est ce masque emblématique que je l'ai rappelé tout à l'heure du bal Paris masqué, du carnaval guyanais, et ce masque, on ne sait pas qui le porte, on ne sait pas. De toute façon, on dit le Touloulou est féminin, le Touloulou choisit donc ses cavaliers, c'est le Touloulou qui dicte sa loi pendant les bals Paris masqués, dans les soirées. Mais nous n'avons pas accès à l'intimité du Touloulou. On ne sait pas qui est derrière. Exactement, beaucoup de masques en Afrique fonctionnent de cette manière, où nous avons par exemple le masque Bourrian, nous avons le masque Zangbetor, le masque Galédé du Bénin, qui est déjà un élément du patrimoine de l'humanité, donc inscrit sur la liste représentative, le Galédé au Bénin. Et le principe d'anonymat, c'est que, un, on ne doit pas savoir qui est porteur donc du masque si on n'est pas initié. Nul ne peut s'approcher donc de ce couloir ou bien de ce couvent parce que le Touloulou ne s'habille pas en public. Le Touloulou met ses costumes dans un couvent. Ici, on peut appeler peut-être, je sais pas, vestiaire où seules les dames initiées ou des stylistes initiés peuvent justement y accéder. Mais la seule différence, c'est que nous n'avons pas un aspect sacré de la chose. Parce que en réalité, en Afrique, la plupart de tout ce qui est régi par l'anonymat a une dimension sacrée et seuls les initiés peuvent y accéder. Par exemple, les costumes de Galédé, les costumes de Egungun, qui symbolisent les revenants, ne peuvent pas être touchés par n'importe qui. Mais ici, oui, on peut toucher, le Toulou peut danser avec. Mais là-bas, le Galédé ne peut pas danser avec un citoyen lambda. Le Egungun, pas du tout, parce que il se fait même que parfois, lorsque vous n'êtes pas initié et que le un
une partie donc du costume de Egungun vous touche, c'est que vous tombez dans le public et on vous amène dans le couvent et on vous fait subir justement un rituel d'initiation. La Désolé, célébration Monsieur Godot, il va falloir conclure, d'accord? Parce que nous avons dépassé le temps. Voilà, Temps donc fixé. bon, Ok. j'avais déjà abordé tout ce qui est existence avérée donc de ces survivances-là, la curiosité que le territoire guyanais offre dans le plateau des Guyanes. Et puis justement, en matière de menaces, c'est que il y a un peu moins d'engouement pour la jeunesse pour pouvoir hériter donc de tout ce qui est tout ce qui est éléments donc de patrimoine culturel matériel. C'est pour ça que nous réfléchissons sur quelles mesures de sauvegarde observer et faire observer à la jeunesse et cela nous a conduit à faire des propositions déjà sur le territoire en partenariat avec des villes de Guyane. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je rappelle que voilà, j'ai eu des références bibliographiques que je partage vite fait avec vous et euh, je vais remercier le professeur Jean Moumou, le professeur Ligan, le professeur Monique Bléral, le professeur Mamlam Fouk et Madame Ide Isabelle. Merci beaucoup.